Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part dans les années folles, à la découverte de Luisa Casati, une marquise richissime qui aurait pu accomplir de grandes choses, mais faute de vouloir être le centre d'attention, son destin sera bien moins glorieux. C'est parti. Luisa Adele Rosa Maria von Hamann naît à Milan en 1881. Elle est la plus jeune fille du richissime comte Alberto von Hamann, d'origine autrichienne, et de Luisa Bresci, d'origine italienne et autrichienne, propriétaire d'une importante usine de coton. C'est le roi Humbert Ier d'Italie qui nomme le père de Luisa comte pour service rendu à la nation. Elle grandit dans un relatif isolement, éduquée à la maison par des précepteurs comme toute fille de famille riche. Elle s'ennuie facilement et développe une passion pour l'art et s'adonne au dessin quotidiennement. Sa mère meurt alors qu'elle n'a que 13 ans et son père 2 ans plus tard. Avec sa sœur aînée, Francesca, elles deviennent les 2 orphelines les plus riches d'Italie, ainsi que les 2 jeunes filles les plus recherchées pour des fiançailles. Les jeunes filles sont recueillies par leurs oncles paternels, et au tournant du XXe siècle, Luisa, la jeune fille timide, fait son entrée dans les milieux mondains et outre le tennis et l'équitation qu'elle aime pratiquer, elle commence à se créer une image pour se démarquer. Elle se coupe les cheveux très courts et se teint les cheveux. Elle changera beaucoup de couleurs, même si le roux restera sa préférée. Elle arbore un teint très pâle, une silhouette très fine, une bouche rouge ardente et elle utilise du crayon colle noir en abondance pour faire ressortir ses yeux en amande qu'elle agrandit avec des faux cils qu'elle ne quittera plus en public. On dit même qu'elle se dilate les yeux à la belladone pour les faire briller. En 1900, à tout juste 19 ans, et avec la bénédiction de leurs 2 familles, elle épouse le marquis Camillo Casati Stampa d'Esconsino. Et ils partent en lune de miel à Paris, l'année même de l'exposition universelle qui fera écho dans toute l'Europe. L'année suivante, elle donne naissance à leur fille unique, Cristina, prénom qu'elle a choisi en l'honneur de la princesse de Belgioso, princesse anticonformiste qui a contribué à l'unification de l'Italie et que Luisa admire. Le mariage tourne au vinaigre assez rapidement, Luisa rêvant d'aventure et d'extravagance, et pas d'une vie monotone de mère et d'épouse. Ils se séparent officiellement en 1914, mais ne divorceront jamais. Le mariage prendra fin avec la mort de la marquise. Luisa laisse sa fille aux bons soins de son mari. C'est au moment où son mariage lui pèse qu'elle rencontre l'écrivain Gabriel D'Annunzio. Il est narcissique, insouciant et fantasque. Elle entame avec lui une liaison passionnée et durable. Il la surnomme Corée comme la déesse des enfers. Elle ouvre une véritable adoration à l'occulte et au macabre, emportant partout où elle va sa boule de cristal. En 1910, Luisa s'installe dans le Palazzo Venier dei Leoni sur le Grand Canal de Venise, qui est aujourd'hui le musée Guggenheim. Elle fait aménager toutes ses demeures dans un style personnel de murs blancs et de sol noir, comme ses tenues, désormais toutes de noir vêtues, faisant ressortir sa chevelure rousse. Elle se promène avec 2 lévriers, l'un noir, l'autre blanc. Elle fait construire une ménagerie d'animaux exotiques, des guépards, des merles albinos dont elle peint les plumes selon ses envies, des singes, des perroquets, des ocelots, des tigres et son boa constrictor qui l'accompagne partout où elle va et qu'elle porte parfois autour du cou tel un bijou. Elle devient la mécène de nombreux artistes et de grands couturiers, tels que Mariano Fortuny ou Paul Poiret. Elle aime visiter les plus grands musées d'Europe. La nuit, elle sort accompagnée de son guépard tenu par une laisse turquoise ornée de diamants pour se promener sur la place Saint-Marc. Et pour être sûr que personne ne la rate, un serviteur noir la suit équipé de torches allumées. Elle organise des fêtes spectaculaires connues dans toute l'Europe où elle fait des entrées magistrales telle une actrice rentrant sur scène. Se faisant tailler des costumes sur mesure, son seul but est d'être admirée, adulée et aimée. Le seul objectif qui lui tient à cœur, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art. Le 9 avril 1913, au bal costumé de l'ambassade de Rome, elle arrive vêtue d'or, ses serviteurs peints en or et accompagnée d'un paon en laisse. À l'opéra, elle débarque avec une queue de paon sur la tête et du sang frais de poulet lui coulant sur les bras. L'année suivante, à Paris, elle croise au bateau Lavoir Kees van Dogen, peintre qui vit dans le plus grand dénuement. Elle lui commande 7 portraits et grâce à sa mécène et amende, il connaît un succès fulgurant faisant de lui le portraitiste du tout Paris. Pendant la Première Guerre mondiale, elle réside au Ritz, dans un Paris occupé par les soldats, et devient la muse des artistes avant-gardistes et fréquente les milieux artistiques et culturels. En 1919, sa sœur Francesca est emportée dans l'épidémie de grippe espagnole.
À la perte de sa sœur, peut-être la seule personne qu'il ait aimée sans la juger, elle voyage frénétiquement. France, Hongrie, Pologne, Écosse, Angleterre, Inde, etc. Sur son passeport, elle fait changer sa date de naissance pour paraître plus jeune et a remplacé sa photo par un portrait d'elle. En 1920, elle s'impose toute une année dans la villa San Michele sur l'île de Capri, hébergée par le médecin et écrivain Axel Munt, où elle reçoit de nombreux artistes, mais aussi des gays et lesbiennes en exil. Elle fait même aménager une salle de stupéfiants réservée à la consommation d'opium et de cocaïne. Elle y rencontre Romaine Brooks, une peintre avec qui elle aura une liaison passionnée pendant quelques mois. En mai 1923, elle fait l'acquisition du Palais Rose du Vésinet, dans la région parisienne, ancienne demeure de Robert de Montesquieu, grand homme de lettres, qui est une réplique du Trianon de Versailles. Elle y reçoit le tout Paris et organise des fêtes grandioses. Dans le jardin d'hiver, elle fait construire un terrarium chauffé afin d'y accueillir tous ses reptiles. Elle transforme la bibliothèque de l'ancien propriétaire en galerie de ses portraits, soit plus de 130 tableaux et photographies. Elle vend ses parts dans la filature de coton de son père et certaines de ses propriétés, se rendant peut-être compte pour la première fois que ses caprices et ses extravagances lui coûtant des fortunes, elle ne pourra pas maintenir un tel train de vie bien longtemps. Elle fait un court séjour en Californie, aux États-Unis, où sa réputation l'a précédée et où elle est accueillie triomphalement. Les invités de ces fêtes à Paris se rendent bien compte que le train de vie de la marquise n'est plus ce qu'il était. Son comptable la supplie de réduire les coûts et elle maintient ses créanciers à distance en leur donnant des bijoux ornés de pierres précieuses. Louisa est une femme du monde qui aime profiter de la vie, ne se refusant jamais rien pour ses extravagances. Mais mauvaise gestionnaire, elle dépense sans compter. Et en 1930, ses dettes atteignent la somme de 25 millions d'euros. Elle vient alors de fêter ses 50 ans. Évidemment, n'ayant aucune activité rémunérée, être une mondaine, ça ne rapporte pas, elle est incapable de rembourser ses créanciers. Ses biens sont donc vendus aux enchères, du simple meuble au tableau en passant par le service en porcelaine, même ses albums et souvenirs de famille seront liquidés pour éponger ses dettes. Des rumeurs diront que Coco Chanel était parmi les acquéreurs. Dans un premier temps, elle est hébergée et entretenue par des amis généreux dans une nouvelle maison. Mais couverte de dettes en France et en Italie, elle s'enfuit à Londres, où son ex-amant Augustus John l'accueille et lui ouvre un compte bancaire sur lequel sa fille, sa nièce et ses amis lui font de petits versements. La nuit, elle erre dans les rues de Londres, vêtue de robes effilochées, de gants en peau de léopard et d'un voile qui cache son visage. Elle ne veut pas être reconnue. Le maquillage devenu trop cher pour elle, c'est au cirage qu'elle entoure ses grands yeux de noir, et l'on dit qu'on la voit fouiller dans les poubelles. Mais avec ses amis, elle garde intacte sa joie de vivre, aimant toujours partager un verre de vin avec eux. Le 1er juin 1957, elle meurt d'une hémorragie cérébrale à Londres, dans le quartier de Knightsbridge. Elle est enterrée vêtue d'un manteau noir en peau de léopard, avec ses fossiles sur des yeux maquillés de noir, et son pékinois préféré empaillé l'accompagne dans sa dernière demeure. Sa nièce choisit comme épitaphe un extrait de Shakespeare décrivant Cléopâtre. L'âge ne peut pas la flétrir, ni l'habitude de rendre sa variété infinie insipide. Louisa voulait faire de sa vie une œuvre d'art pour qu'elle ne l'oublie jamais, et qu'elle soit immortelle aux yeux du monde. Et quelque part, elle a atteint son but, car autant par les œuvres qu'elle a commandées que celles qu'elle a inspirées, elle a été la muse d'une foule d'artistes tels que Giovanni Boldini, Man Ray, Keith Van Dogen, Cecil Beaton ou Romaine Brooks, et reste à jamais un personnage inoubliable des années folles. D'ailleurs, plus récemment, le créateur Galliano s'est inspiré d'elle pour plusieurs collections chez Dior, de même que Karl Lagerfeld, le grand couturier, a vu en elle un modèle pour sa collection Chanel Croisière. D'autre part, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, nombre d'artistes se sont inspirés de ce personnage qu'elle représentait en public, remarquable et mystérieux. Sa vie n'aurait été que luxe, plaisir, extravagance et avec une envie furieuse de marquer son temps. Elle laisse derrière elle un nombre impressionnant d'œuvres à son effigie que je vous laisse admirer.
Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours chaotique de cette femme du monde. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié.